La propagande. Propaganda. 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 Propagande. La propagande. La propagande. Salut tout le monde, vous l'aurez compris, cette semaine on va parler de propagande. C'est la suite directe de la vidéo de la semaine dernière dans laquelle on mettait en avant plusieurs exemples de propagande, que ce soit de la propagande politique, de la propagande populiste ou de la propagande religieuse. On était allé en Égypte antique au temps de César et également au lancement des croisades. Et si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à la regarder en cliquant sur la petite bannière qui apparaît ici ou en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Pour ceux qui sont restés, je vous propose cette semaine une plongée dans la propagande du XXe siècle. On fait un bond dans le temps pour arriver au siècle dernier, à une époque où le terrain était ultra favorable à la propagande. Que ce soit les pensées ultranationalistes, que ce soit les guerres mondiales, que ce soit l'antisémitisme, le racisme, ou que ce soit la mise en place de régimes très forts, comme le régime nazi ou comme le communisme russe. Et cette semaine, on va partir d'un cas pratique, la propagande dans le régime nazi, et on va chercher à comprendre comment la vision politique et l'idéologie nazie ont réussi à s'implanter jusque dans le cœur des Allemands et des Allemandes. Faire de l'État le centre de la vie de ses concitoyens, c'est le rêve pour tout régime dictatorial. Et ça, un homme l'a bien compris, il s'agit de l'allemand Joseph Goebbels. Il est d'abord député avant de devenir en mars 1933, seulement 2 mois après l'ascension d'Hitler au pouvoir, ministre de l'éducation, du peuple et de la propagande. Ce poste, il l'occupera jusqu'au 30 avril 1945, quelques jours seulement avant la chute du Troisième Reich. Et en 12 ans de service, il révolutionne complètement la propagande et la pensée propagandiste allemande. Il met en place une usine de l'information, une usine de la désinformation, et les deux vont se mêler pour prendre le contrôle de l'esprit des Allemands. L'objectif, il est simple, faire de l'État le seul décisionnaire de vos pensées. Et la première chose qu'il fait, c'est de limiter l'information. Parce que pour ce genre de pouvoir, l'individu qui est dangereux, c'est l'individu qui s'informe lui-même. Fini la pluralité médiatique, Joseph Goebbels met la main sur l'ensemble des médias. Il y a eu une tonne d'études qui ont été faites justement sur ce sujet, de travaux universitaires qui ont été faits sur ce sujet, et je suis un peu allé fouiller, et le constat, il est accablant. En 1930, alors que les nazis ne sont encore qu'une force minoritaire en Allemagne, ce sont 4700 journaux indépendants qui sont référencés dans le pays. Mais 9 ans plus tard, alors que les nazis sont au pouvoir depuis 6 ans et que la Seconde Guerre mondiale va bientôt commencer, il ne reste plus de journaux considérés comme indépendants. Et en réalité, la nazification des journaux, elle est très rapide et elle se met en place dès l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Le 15 novembre 1933, on voit la création de la Chambre de la culture du Reich. Dans cette institution, on retrouve 7 sous-divisions, dont 3 qui nous concernent. La Chambre de la presse du Reich, la Chambre de la télédiffusion et la Chambre du cinéma. Et ces 3 administrations ont une seule mission, montrer aux Allemands comment ils doivent penser et comment ils doivent réfléchir. L'esprit, le cœur et la liberté de penser, ce sont les 3 axes que tente de contrôler Joseph Goebbels. Mais alors, comment contrôler l'esprit d'un peuple? Il faut que vos concitoyens boivent vos paroles, aient confiance en vous et se posent le moins de questions possible. Je vous ai parlé tout à l'heure des journaux. Il faut savoir qu'à l'époque, les journaux, c'est la principale manière de s'informer. C'est le média qui est à la mode et quasiment tout le monde lit un journal par jour ou un journal plusieurs fois par semaine. Et c'est pour cette raison que le NSDAP, donc le parti nazi, rachète le Völkischer Beobachter, un journal en grande difficulté financière, dès 1920, alors que le parti il est encore inconnu des masses. Et ce journal, il va rapidement devenir l'organe de propagande principal et officiel du parti. Petit à petit, les ventes, elles augmentent et même elles explosent après l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler.
le 30 janvier 1933. Dans le journal, il n'y a aucune limite, Joseph Goebbels, il peut répandre toute sa pensée, que ce soit sur l'idéologie nazie antisémite, que ce soit sur le racisme, sur le concept de supériorité raciale des Allemands, de la race aryenne, et sur le besoin de conquérir l'espace vital. Ce qu'il fait à travers ce journal, c'est préparer l'opinion publique à la future guerre, qui semble inévitable. Imaginez-vous, vous êtes une Allemande ou un Allemand en 1934, vous êtes un passionné de la presse écrite, vous voulez vous informer. Le problème, c'est que les journaux internationaux sont interdits. Vous ne pouvez lire que ce qui est autorisé par le régime nazi. Et donc, vous le savez pertinemment, mais ce que vous lisez, c'est des choses qui ont été acceptées par le ministère de la Propagande. Jour après jour, vous continuez à lire ces journaux et petit à petit, les idées noires que vous repoussiez auparavant prennent de plus en plus de place dans votre esprit. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas forcément parler de votre opposition à ces idées à vos proches, parce que ce qui fait peur au cœur de cette Allemagne nazie, où toute l'information est contrôlée, c'est également de se faire dénoncer par ses proches. Et ça, c'est exactement l'objectif que cherche à atteindre Joseph Goebbels. Mettre en place une peur permanente sur vous, sur vos proches, une peur de dire ses idées, et donc une peur de mettre en avant son opposition. Et ça, il l'a compris mieux que personne parce qu'il met en place sa mainmise sur les masses dès leur plus jeune âge. Il étend sa propagande aux enfants et aux adolescents parce qu'il considère que leur esprit est plus malléable, qui sont plus facilement dociles, et surtout le point de vue nazi, c'est que les adolescents et les enfants d'aujourd'hui seront les soldats de demain, et donc il faut les préparer à la guerre et à l'idéologie guerrière du parti nazi. Pour incorporer de force les jeunes Allemandes et les jeunes Allemands, le parti développe son organisation à la jeunesse, la Hitlerjugend, la jeunesse hitlérienne. Je ne vais pas forcément m'étendre de trop sur ce sujet précis, parce que je pense que ça mériterait une vidéo à part entière que je ferai sûrement dans les prochains mois, et donc j'ai envie de me laisser ça un peu sur le côté. Mais je vais vous expliquer quand même, je vais vous faire une sorte d'introduction à la propagande sur la jeunesse au sein du Troisième Reich. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que ce mouvement de jeunesse, il s'inspire du mouvement scout qui était né au début du XXe siècle. La formule, elle est assez simple, les jeunes y partent pendant les vacances dans des colonies, ils se retrouvent entre jeunes et ils sont encadrés par des membres de la jeunesse hitlérienne. On y fait du sport, on y fait de la randonnée, des courses d'orientation, on y apprend l'idéologie nazie, on leur apprend que ce sont des surhommes, on leur apprend le concept de sous-hommes, on leur apprend le concept de espace vital à conquérir, et donc on leur apprend tout simplement à réfléchir comme les nazis pour pouvoir demain prendre les rênes de cette Allemagne. Mein Führer, meine Kameraden, nach Ihrem Befehl, mein Führer, steht hier eine Jugend, die keine Klasse und keine Kaste kennt. Nach Ihnen formt sich die junge Generation unseres Volkes, weil sie die Treue für uns verkörpern. Darum wollen auch wir treu sein. Adolf Hitler, der Führer der deutschen Jugend, hat das Wort. Meine deutsche Jugend, ihr seid das lebende Deutschland der Zukunft. Es lebe unser Deutschland und seine in euch liegende Zukunft. Deutschland heil! Donc avant 1933, avant que les nazis prennent le pouvoir, il faut savoir qu'en Allemagne, et comme dans beaucoup de pays en Europe, tous les grands partis politiques ont leur mouvement de jeunesse. En Allemagne, que ce soit les nazis, que ce soit les communistes, que ce soit les catholiques, chacun a sa propre organisation de jeunesse. Mais dès 1936, l'adhésion à la Hitlerjugend devient obligatoire et donc le nombre d'inscriptions augmente en flèche. D'une organisation de 5000 membres en 1926 au moment de sa création, l'organisation, elle passe à 2,2 millions lors de la prise de pouvoir en 1933, puis à près de 9 millions en 1939, l'année de l'entrée en guerre et du début de la Seconde Guerre mondiale. Et petit à petit, les activités, elles changent complètement. On y incorpore des notions militaires et en fait, l'entraînement de base pour un maintien en forme physique qu'on trouvait dans toutes ces grandes colonies, ça devient une vraie préparation militaire. On rampe, on grimpe, on monte à la corde, on a des cours de navigation, on a des cours d'orientation,
on a des cours de prise de fort, on a des cours de vol sur planeur aussi pour ceux qui voudront plus tard rentrer dans la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande. En fait, quand on voit les témoignages de l'époque, on se rend compte que la plupart des jeunes ne comprennent pas forcément ce qui est en train de se passer et ne comprennent pas justement ce virage que prend leur éducation vers un tournant un peu plus militaire. Ce que font les responsables de la Hitlerjugend et ce que font les responsables du parti, c'est tout simplement de préparer leurs futurs soldats à la guerre. Et ça marchera plutôt bien parce que des années plus tard, quand la guerre viendra à ces jeunes, notamment lors de l'invasion du territoire allemand par les forces russes, et ben on retrouvera ces jeunes sur le champ de bataille. On en aura la preuve lors de la défense de Berlin en avril et en mai 1945, où les Hitlerjugend iront jusqu'au sacrifice final. L'esprit des sujets du Reich semble sous contrôle, mais il reste une chose à conquérir pour Joseph Goebbels, c'est le cœur des Allemands. Et pour ce faire, il se tourne vers un média en pleine expansion dans les années 30, le cinéma. Dès 1933, Joseph Goebbels s'attache à créer des super productions pour séduire les masses. C'est le cas avec La Victoire de la foi qui est tournée en 1933 et qui sortira en salle en 1934 et qui prend pour ancrage le 5e congrès de Nuremberg. Les congrès de Nuremberg, c'est quoi? Ce sont la grand-messe des nazis. C'est un espace où pendant plusieurs jours, tous les sympathisants nazis du pays peuvent se retrouver dans des grandes manifestations. C'est là où l'idéologie nazie prend toute sa forme et c'est surtout une démonstration de puissance pour les opposants politiques. L'objectif pour les dirigeants nazis, c'était de montrer au reste du pays et à la communauté internationale: regardez, nous sommes ici, regardez comme nous sommes puissants. Mais bon, ce film, La Victoire de la foi, il est moins intéressant à traiter que le second dont je vais vous parler, parce que les copies de La Victoire de la foi ont été traquées et détruites par le régime nazi. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on y voyait Hitler faire copain-copain avec le chef des SA, Ernst Röhm, sauf qu'entre le 29 juin 1934 et le 2 juillet 1934, il y a ce qu'on appelle l'épisode de la nuit des longs couteaux. C'est une série d'assassinats dans laquelle les principaux responsables des sections d'assaut sont évincés ou assassinés, dont Ernst Röhm. L'objectif pour Adolf Hitler, c'est de baisser le pouvoir de l'aile gauche du parti nazi pour en donner plus à l'aile droite et donc au SS. Entre 150 et 200 responsables sont assassinés, mais bon, ça c'est une autre histoire et on s'y intéressera peut-être un autre jour. Bref, en gros, Hitler, il veut pas qu'on le voit en compagnie de son ancien ami et donc il supprime les copies. Mais c'est pas grave, le premier essai avait été assez concluant et en 1935, un second film de Leni Riefenstahl sort sur le 6e congrès de Nuremberg, donc sur le congrès de l'année 1934, et ça s'appelle Le Triomphe de la volonté. Und ihr werdet wissen, in diesem Augenblick sehen euch nicht die Augen der Hunderttausende in Nürnberg, sondern in dem Augenblick sieht euch zum ersten Mal Deutschland. Und ich weiß, so wie ihr in stolzer Ergebenheit diesem Deutschland Dienst tut, wird heute Deutschland in stolzer Freude seine Söhne in euch marschieren sehen. C'est encore une fois une commande directe du régime nazi, et d'autant plus cette fois-ci une commande directe d'Adolf Hitler. Le film, il est financé à 100% par les fonds du régime, et il a pour but de promouvoir l'idéologie. Ce film, Le Triomphe de la volonté, il glorifie pendant près de 2 heures le pouvoir du parti nazi, ainsi que la puissance de son chef suprême. Et la réalisatrice utilise toutes les techniques modernes de tournage. Que ce soit le tracking de la voiture d'Adolf Hitler quand il arrive, les contre-plongées, les vues des foules immenses, ou alors les points de vue focus sur Adolf Hitler lorsqu'il fait ses discours. Und so grüße ich euch denn, als meine alten, treuen S-Aules S-Männer. Sieg heil! Ici, elle insiste sur la force et la puissance du régime nazi. Le film sera diffusé dans toutes les salles de cinéma allemandes et il aura même un écho à l'étranger puisqu'il sera diffusé en 1937 à Paris lors de l'exposition universelle. Dans son livre Histoire du cinéma sorti en 1980, l'écrivain français Jean-Pierre Delarge définira ce film avec ces mots: un chef-d'œuvre de haine, de vanité provocante, d'orgueil démoniaque, mais chef-d'œuvre tout de même. Et ce film, c'est une bombe totale dans le cœur des Allemands. De fait, sont séduits par la patte de Leni Riefenstahl. Et ça plaira tellement à Adolf Hitler qu'il en commandera un 3e en 1936, qui prendra appui sur les Jeux Olympiques de Berlin, qui s'appellera Olympia. Tout ça pour vous dire qu'à une époque où l'esprit critique était
très peu enclin à se développer, et ben les superproductions nazies terminent le travail. Joseph Goebbels a conquis l'esprit des Allemands avec le contrôle de la presse et le contrôle de la jeunesse. Il a conquis les cœurs des masses avec ses superproductions, mais il lui reste une chose à prendre, c'est le quotidien des Allemands. Il va tenter de s'immiscer dans le cercle privé, dans la sphère privée des familles. Et pour ce faire, il va utiliser un média dont nous n'avons pas encore parlé, la radio. À cette époque, il faut savoir qu'un poste de radio coûte extrêmement cher et très peu de familles ont la possibilité de s'en offrir. On est à la sortie de la crise de 1929 et de 1930 qui avait poussé l'Allemagne dans une pauvreté extrême et les familles sont plutôt dans une logique d'économie. Mais pour être certain de pouvoir atteindre la sphère privée, Joseph Goebbels, il crée le récepteur du peuple en 1933. C'est un poste de radio qui est très peu onéreux, c'est un poste de radio qui est très simple à utiliser techniquement et l'avantage pour le parti nazi, c'est que le poste de radio n'est compétent que pour recevoir les ondes à courte portée. Ça limite aussi la réception des radios étrangères. Ce système il permet de passer de 4% de foyers allemands équipés d'un poste de radio en 1930 à 90% en 1939. Et après, les pensées du parti qui s'étaient immiscées dans la vie des Allemands avec les journaux, c'est carrément la voix du parti qui rentre dans les maisons et dans les familles allemandes. Et là, le nombre d'émissions, il explose et les plages horaires de diffusion augmentent très rapidement. Les Allemands y retrouvent l'intégralité des discours publics d'Adolf Hitler, mais aussi des émissions musicales, des actualités officielles, des émissions patriotiques, ou encore la lecture des communiqués du haut commandement allemand pendant la guerre. Et là, il y en a pour tout le monde, hein. Autant pour les adultes que pour les enfants, parce qu'on va retrouver dans les plages horaires de diffusion des émissions qui sont créées pour apprendre l'idéologie aux jeunes. Ce système, il va durer jusqu'à la fin de la guerre, donc jusqu'en 1945, où on retrouvera dans les dernières semaines l'utilisation de la radio par le parti pour promouvoir le sacrifice final des Allemands et des Allemandes. La diffusion de ce poste de radio va permettre au parti nazi de contrôler les masses depuis la sphère privée. Et on aurait encore beaucoup de choses à dire sur la propagande nazie et sur la propagande en Europe, notamment au XXe siècle. Mais je trouvais que pour une entrée en matière et une introduction, c'était déjà largement suffisant. Et si vous êtes intéressé, je vous invite à vous rendre sur la chaîne YouTube de Public Sénat qui a mis en ligne le 2 mai dernier un documentaire que j'avais déjà regardé qui était passé sur France Télévisions, Jeunesse hitlérienne, l'endoctrinement d'une nation. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette série de 2 vidéos sur la propagande. Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il faut vous-même bâtir votre esprit critique et l'éduquer pour reconnaître justement ce qu'est de la propagande et ce qui n'est pas de la propagande. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Informez-vous bien. Allez, c'est ciao!